Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sans détour sur Reporter Bénémonde. Aujourd'hui, nous allons parler de décentralisation, d'état des lieux, de défis et de perspectives. Eh bien, si la thématique est récente, elle reste à tous égards un élément clé de la politique sous nos cieux en Afrique, où le local est à peine réellement pris en compte, faute de volonté politique. À tort ou à raison, on croit que la décentralisation signifie, entre griffes, moins d'État et l'effectivité d'une gouvernance par des autorités traditionnelles bien plus libres. Après plusieurs années d'expérimentation, on s'interroge, ce modèle correspond-il véritablement aux aspirations populaires? Quels en sont aujourd'hui les enjeux face à un État plus soucieux de réaffirmer son pouvoir autoritaire que de voir éclore effectivement la gouvernance locale? Eh bien, Sans détour reçoit pour vous aujourd'hui M. Eusebio Santos. Il est administrateur de développement local. Bienvenue sur cette émission. Alors, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la décentralisation au Bénin? Ce processus dans lequel le Bénin s'est engagé au lendemain de la conférence nationale fait son petit bonhomme de chemin avec les premières élections qui ont consacré l'opérationnalisation du processus depuis 2003. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. S'il est vrai que les premiers élus ont servi de cobaye, on peut au jour d'aujourd'hui constater une amélioration dans ce mode de gestion des collectivités locales. Alors, lorsqu'on parle de décentralisation et de bonne gouvernance, est-ce qu'avec le temps, les concepts ont évolué? Disons que les concepts en eux-mêmes n'ont pas évolué, mais c'est leur appréhension qui a évolué. Okay. Lorsqu'on parle de décentralisation, comme je le disais tantôt, c'est un mode de gestion où l'État confère aux collectivités leur auto-administration, mais à partir d'organes élus. Donc, c'est une forme de responsabilisation des collectivités locales. Oui. Les collectivités se prennent en charge et s'assument. C'est de ça qu'il s'agit. Elles arrivent à définir leurs priorités, à trouver les moyens, à la fois avec l'accompagnement de l'État, mais avec les ressources propres pour s'accomplir, pour s'épanouir, pour s'assumer. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Et il est loisible de se rendre compte que de plus en plus, les collectivités deviennent matures, comprennent les enjeux et avancent chacune à sa façon. Voilà. Du point de vue des enjeux de la décentralisation, si je dois aller très rapidement dans le vif du sujet, il s'articule autour de 3 axes. Okay. Lesquels? C'est déjà le rapprochement de l'administration des administrés pour, in fine, leur offrir des services de qualité et je dirais même à moins coût. Là, il faut comprendre l'idée sous-jacente, c'est qu'il n'y a pas de décentralisation sans déconcentration. La déconcentration, elle est administrative. Alors, ça, c'était le premier axe. Le second axe, c'est la promotion de la participation citoyenne. On fait désormais de l'espace de la commune un espace de promotion de la participation citoyenne où désormais le citoyen a les possibilités de s'exprimer, de mieux s'occuper des affaires locales. Et donc ça aussi, c'est une avancée dans l'esprit. Ensuite, il y a enfin, je dirais, la promotion du développement local sur le 3e axe. Et ce développement local requiert la participation de tous, la mise en synergie de toutes les énergies disponibles dans la localité. Et là, au plan juridique, il est proposé aux collectivités d'élaborer ce qu'on appelle le plan de développement communal. Et c'est sur la base de ce plan de développement communal-là
que tout s'opère. Alors, M. Santos, dites-moi, au regard de ces trois axes-là, où en sommes-nous aujourd'hui au Bénin? Au Bénin, aujourd'hui, le défi majeur reste celui du développement local. Oui, c'est ça. Ce n'est pas encore effectif? Il est en route. Le développement est en route puisque c'est un processus. Bien sûr. C'est un processus et donc les élus et leur communauté s'emploient à s'exercer. Les uns mieux que les autres, c'est sûr, mais ils s'exercent vaille que vaille. Et ça, on peut le noter. Il y a des communautés dans lesquelles les approches sont même très avancées, où c'est le développement conduit par les communautés. Les communautés s'expriment, font remonter leurs besoins, qui sont pris en compte et qui sont satisfaits au fur et à mesure que les ressources, surtout financières, sont disponibles. Alors, de la participation des citoyens et tout, aujourd'hui, la réalité est en dessous ou en deçà? Disons que avec la maturité progressive qui s'observe au niveau des citoyens, il y a un gros effort qui se fait. C'est quand même acceptable. Hein? Vous constaterez dans les communes aujourd'hui que sur les questions de redevabilité, de veille citoyenne, les citoyens sont très exigeants de plus en plus. Ils sont très regardants dans ce qui se fait pour eux, pour leur épanouissement, pour leur mieux vivre en général. Et donc, je suis très optimiste sur ce que j'observe sur le terrain. Ce n'est pas une affaire de tout repos. Il y en a qui sont vraiment regardants dans ce qui se fait pour eux. Alors, Monsieur Eusebio Santos, aujourd'hui, nous sommes en plein air de réformes et autres. Peut-on parler d'avancée? Est-ce qu'il y a moins de résistance au changement institutionnel? On peut dire qu'il y a moins de résistance au changement institutionnel parce que je vous ai dit, hein, la décentralisation, c'est l'affaire de tous. Désormais, les populations savent ce qui est bien pour elles. Elles sont plus exigeantes. Et si vraiment il y a des petits couacs, ce serait juste au niveau des tests qu'il faut améliorer. Travailler à adapter aux réalités actuelles. Les tests sont un peu plus caducs. Ensuite, l'autre défi, c'est celui de la mobilisation des ressources pour satisfaire aux besoins réels des populations. Pendant qu'on observe tant soit peu ce que je qualifierais en griffe d'incivisme fiscal, parce que en fait c'est une situation de cause à effet. Il y a que on ne mobilise pas suffisamment les ressources propres des communes pour pouvoir disposer de toute la marge de manœuvre qu'il faut et couvrir les charges inhérentes aux besoins des communautés. Si on ne va pas se mentir, est-ce que vous pensez réellement que l'État pourra vraiment laisser la main aux communes, d'abord de travailler à la mobilisation de leurs ressources et de les laisser s'autogérer vraiment? L'État, c'est lui qui décentralise. Oui. Il est jaloux de conserver certaines prérogatives. Mais la limite de l'État est très vite ressentie. L'État central ne peut pas maîtriser, couvrir toutes les charges des communautés, d'où la décentralisation. Mais le problème, de mon point de vue, c'est beaucoup plus au niveau des élus qui sont des politiques, qui estiment qu'il ne faut pas trop enquiquiner leur mandat. Il faut les laisser respirer. Et tout ça fait que, bon, on ne mobilise pas suffisamment les ressources. Au niveau de certaines communautés, c'est des tensions, parce qu'on pense que, bon, c'est seulement le maire qui doit mobiliser les ressources. Certains conseillers ne mettent vraiment pas la volonté qu'il faut, ils ne mettent pas la main à la pâte. Et ça, c'est un talon d'Achille dans le dispositif. Il faut une bonne dose de sensibilisation des populations, les inciter
à s'acquitter de leurs taxes, mais en retour, leur faire ce qu'elles demandent avec toute la reddition du compte qu'il faut, par intermittence. C'est ça qu'il faut. Je crois qu'il faut créer, entretenir une forme de civisme. Il faut créer des citoyens de type nouveau, qui sont enclins vraiment à libérer les taxes pour la satisfaction de leurs besoins. C'est quand en fait les populations ne constatent pas le retour qu'elles sont réticentes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du serpent qui se mord par la queue. Est-ce qu'il faut libérer les taxes pour bénéficier des commodités y afférentes ou bien attendre de bénéficier des commodités là avant de libérer les taxes? C'est toute la question. Alors, je ne vais pas manquer de vous poser cette question. Pouvoir étatique, élus locaux, aujourd'hui, est-ce qu'on ne tend pas trop vers une connivence qui en réalité est une forme de paralysie au processus, à bien d'égards? Très bonne question. Merci. Mais je crois que les deux entités devraient travailler en bonne intelligence en fait. C'est l'État qui décentralise, mais la commune n'est pas un État dans un État. La commune vient corriger tant soit peu les défaillances observées au niveau de l'État central parce que elle est une administration plus proche des populations. Et donc l'État central devrait faciliter la vie aux élus. Les élus devraient travailler à mieux faire comprendre aux populations les idéaux qui sont portés par l'État central et ceci devrait aller en symbiose. Il ne devrait pas avoir d'antagonisme. Parce que ce soit les élus, que ce soit l'État central, l'objectif c'est le même, travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations, leur épanouissement, etc. On ne peut pas parler de décentralisation sans parler de gestion foncière. On va aborder la problématique, mais dites-moi avant, lorsqu'on parle de décentralisation, je ne veux pas agiter, je ne veux pas sortir le problème auquel je fais référence, on ne va pas en parler, mais est-ce que lorsqu'on parle de décentralisation, les élus doivent forcément provenir de leur localité de base? Bon. Ou les tests n'ont rien prévu en la matière? Ce principe, oui. Parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit, ce principe qui a été tout le temps observé, oui, l'est du fait qu'on estime que chacun est beaucoup plus enclin à mieux parler, à mieux gérer son territoire. D'accord. Oui. Mais partant du fait que nous sommes tous des Béninois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés surtout, que nous partageons, que nous avons en commun. S'il est démontré que quelqu'un d'un village ou d'une commune X maîtrise les leviers sur lesquels il faut agir pour avancer, il n'est pas exclu qu'on lui donne les moyens pour prendre le gouvernail. C'est au bout de l'effort qu'on reconnaîtra si cette personne a eu le mérite ou pas. Donc en soi, il n'y a pas de test qui autorise ou pas la chose. Alors qu'il n'y a pas de test qui l'interdise, c'est autorisé. Il n'y a pas de test qui l'interdise. Okay. C'est autorisé. Alors, si vous devez parler rapidement de la gestion foncière, qu'en direz-vous aujourd'hui, Obeda? Avec les réformes foncières qu'il y a eu, les communes ont laissé beaucoup de plumes. Parce qu'au début, qu'ils vous souviennent, les communes sont d'abord riches de leurs terres. Qu'on leur souffle les prérogatives en la matière sans avoir pensé à des mesures compensatoires, c'est un peu difficile. Je crois que des négociations sont en cours pour voir comment équilibrer un peu les choses, comment compenser. Mais nos élus, surtout locaux,
ont pris des plis qu'ils s'emploient eux-mêmes à corriger. Sinon, ils vont très rapidement se retrouver sous le coup de la loi. Parce que le code foncier, tel qu'il est élaboré, voté et mis en application, eh bien, il est dur, très dur d'ailleurs. Monsieur Santos, après 30 ans de démocratie, dites-moi, aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer de la décentralisation? En matière de décentralisation au niveau des populations, il faut une veille permanente pour qu'on ne recule pas. Il faut que les populations s'assument. Il faut libérer la parole pour que les populations puissent remonter leurs préoccupations. C'est ce faisant que chaque acteur au gouvernail aura en griffe la paix, que ce soit les élus eux-mêmes ou le pouvoir central. C'est dans la satisfaction des besoins des populations que ces acteurs-là auront la paix. Ceci m'amène une fois encore à dire que l'État doit travailler en symbiose avec les collectivités décentralisées, la main dans la main, en vue de satisfaire aux desiderata des populations. Alors, nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant, une dernière question. Selon vous, quelles sont les conditions pour la réussite de la décentralisation? Est-ce que ça existe? Et si oui, à quoi tient-elle? Il faut davantage de ressources, surtout financières, pour accompagner le processus et espérer qu'il réussisse. Il y a par exemple que dans nos collectivités, on n'a pas suffisamment dynamisé l'économie locale. Or, c'est en appuyant sur ce levier qu'on peut aller à l'autonomie des femmes. On peut mettre en valeur les capacités de chaque acteur, surtout les femmes, parce que c'est elles qui sont au cœur de l'économie locale. Il faut appuyer sur cet accélérateur-là désormais. Il faut en faire une priorité pour qu'on puisse avancer. Et l'État devrait revoir la masse de ressources à injecter au niveau des collectivités. Puisque l'État dispose de tous les moyens coercitifs, l'État met les moyens, vient contrôler la qualité des dépenses, l'utilisation qui est faite des moyens, avec toute la rigueur qu'il faut, et je crois que nous allons avancer. Mais est-ce que ce droit de regard de l'État n'est pas un peu trop politisé? Parce que parfois on a l'impression que l'État a comme ses préférences. Il y a dans des communes où ça marche bien et dans d'autres, pour raisons politiques, ça ne marche pas. Est-ce qu'à ce jeu-là, il ne pourrait pas avoir un palliatif? On ne peut faire qu'avec. On ne peut faire qu'avec, mais il appartient aux seconds acteurs, c'est-à-dire les élus, de savoir faire le distinguo, de savoir ce qui est bon pour leur population. Car en réalité, l'État est là pour tout le monde. L'État lui-même a un programme d'action et il aurait souhaité voir tous les acteurs s'y incruster. Je pense qu'il faut faire avec. Il faut y aller autant que faire se peut dans la douceur et la flexibilité. Les prochains élus, de mon point de vue, devraient être de fins négociateurs, des entrepreneurs et ne pas être des gens qui vont simplement se cloîtrer dans les bureaux, faire la manchette, attendre tout de l'État. Non, c'est fini, c'est dépassé. Mesdames et messieurs, nous voilà donc au terme de cette émission. Eh bien, on retient que c'est l'État qui décentralise et l'État reste quand même très jaloux de ses prérogatives. Il devrait en tout cas aider à la mobilisation des ressources par les collectivités territoriales et les laisser y aller quand même un peu plus franchement. Et on retient également par ailleurs qu'il n'y a pas de test qui interdisent qu'un élu se représente dans une localité qui n'est pas sienne, tant que les communes ici au Bénin ont presque toujours les mêmes problèmes. Mesdames, Messieurs, décentralisation, état des lieux, défis et perspectives, j'ai reçu pour vous Monsieur Santos Eusebio. Il est administrateur de développement local. Merci de nous avoir suivis.